On n'impacte pas le monde avec des cacahuètes. Si tu fais de l'argent, tu vas pouvoir impacter le monde. Tu sais la valeur que tu apportes dans le monde par rapport à ton compte en banque. Mais scaler sans s'épuiser, est-ce que c'est un truc bullshit marketing ou est-ce que c'est vraiment possible? Mais pour moi, scaler, c'est arrêter de s'épuiser en fait. Arrêter de faire 40 fois ta bio Insta, 40 fois ton site web, 40 fois les modules de ton accompagnement. Qu'est-ce qui ramène de l'argent à mon entreprise pour pas couler? Qu'est-ce qui me nourrit moi en tant que CEO de mon entreprise? C'est tout. Par exemple, Océane, en 30 jours, elle a atteint 30 000 euros, donc elle a fait x3 son CA en libérant tous ses après-midi. C'est ce que je veux vous dire en fait. Vous pouvez faire x3 votre chiffre d'affaires en bossant 2 fois moins. Tu sais que j'ai fait des recherches sur les recettes d'être heureux et de vivre le plus longtemps. Et en fait, c'est 3 points. Relation, croissance. Et tu sais ce qui est le plus fou? Le troisième truc, c'est Est-ce qu'on peut accélérer sa croissance, scaler vraiment son business, atteindre 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois et bien plus sans s'épuiser, sans se cramer? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui parce que très souvent on me dit « Amandine, j'aimerais scaler, j'aimerais atteindre 20 000, 30 000 et plus. Le problème c'est que j'ai peur que d'un coup ça me demande trop d'efforts, ça me demande de me brûler à nouveau, de faire un burn-out ou autre. » Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse discuter de ça parce que pour moi scaler, c'est pas travailler plus. Ouais, on parle souvent de culture, de burn-out, de surépuisement, de surtravail. Je pense qu'il y a un premier truc qui est important, c'est cool d'être busy, tu vois. C'est accepté socialement. En disant, On nous l'a appris. Comment ça va? Ah, tu sais, beaucoup de travail et tout. Oui, c'est bien vu. Voilà, exactement. Si tu dis, écoute, je fous pas grand-chose, ma vie est belle, on va être là, ok, d'accord, tu vois. D'être occupé, d'avoir beaucoup de choses à faire, tu sais, je cravache, tout machin. Il y a un côté prestigieux presque, en mode c'est bien, bravo, continue comme ça. Et on peut pas t'en vouloir, on peut pas t'envier, tu vois. C'est un peu safe comme place, tu vois, en disant, écoute, je bosse pas beaucoup, mais qu'est-ce que je gagne bien ma vie? Tu vas être là, ok. Et au début, peut-être, on va être là, content pour toi, si tu as des bons amis autour de toi. Mais au bout d'un moment, ça devient quand même un peu énervant. Ouais, tu fais pantouflard, en fait, quoi. Ouais, on n'a pas envie de traîner qu'un pantouflard, et quoi. puis, tu deviens un peu sujet d'envie, de trucs comme ça, tu vois. Tandis que de dire, tu sais, on travaille beaucoup, en fait, c'est safe, tu vois. Donc, il y a vraiment une culture, un mindset qui fait la promotion de travailler dur et tout, c'est bien. Moi, juste une parenthèse que je trouve intéressant, quand on est arrivé à Bali, c'est que j'ai vu une différente culture aussi, un différent mindset, où je trouve, de mon expérience et des discussions que j'ai eues justement avec des Indonésiens ou Bali surtout, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus cool par rapport à ça. Je savais pas si t'allais aller parler des chômeurs ici à Bali. Non. Ou des Indonésiens. Non, okay. Je parle parce que ça me fascine aussi et j'adore ça quand on voyage. Nous, on adore voyager, on adore découvrir les endroits principalement avec la nourriture. Où on va, on aime bien aussi manger les différentes cultures, on va dire ça. Et aussi comprendre comment les gens fonctionnent différemment. Et nous, j'ai l'impression aussi, comme on coûte cher en tant qu'employé, si tu as une expérience dans le salariat, on essaie de presser un maximum comme un citron. Faut avoir l'air occupé. De tirer un maximum de jus, tu vois. Donc, dans toute ta vie, toute ta carrière, faut être busy, faut faire, même en tant qu'étudiant, faut travailler et tout. Si tu es l'étudiant qui a des bonnes notes partout, mais qui en fout pas une, il y a un moment, on va être là, c'est un peu chelou, toi. Soit c'est un génie, et déjà, tu fais pas forcément des copains, soit tu triches, tu vois. Donc, il y a un truc louche, tu vois. Et dans le salariat, c'est pareil, tu es là, tu es tout seul pour, je sais pas, gérer le café à une heure où c'est pas trop de pointe, faut faire les trucs, passer les commandes. Dès qu'il y a personne, faut gérer les stocks, nettoyer un peu les tables, faire ça. Et en fait, on est tout le temps vraiment busy, on nous garde busy parce que je pense qu'on coûte aussi cher en tant qu'employé. Ici, des fois, tu arrives dans une boutique, il y a 3 nanas qui sortent de derrière le comptoir, je sais qu'elles étaient toutes sur leur téléphone, genre « Hello !» comme 3 petits lémuriens, là, et qui étaient là, genre, il n'y a pas ce côté où ils ont l'impression de devoir keep busy juste pour apparence, tu vois. Vraiment, non. Donc mais ils sont cool ici. Exactement, mais moi, je trouve que ça m'a beaucoup renvoyé à mon image où quand je fais rien, j'ai l'impression de servir, en fait, d'être nul, pantouflard. Ouais, exactement. Et même l'image de moi, tu vois. Si je suis pas en train de faire quelque chose, dès que je me relaxe un petit peu, c'est limite quelque chose que j'ai dû le plus travailler, tu vois. Quand je me relaxe un peu, se forcer de se relaxer, là, genre, attends, mais tu fais rien. Mais surtout en Suisse, il y a vraiment on appelle ça la hustle culture, c'est vraiment en anglais, c'est le travail acharné. Où moi, je me souviens, quand je sortais du boulot à 18h, mes collègues étaient là, tu prends ton après-midi? J'étais là, genre, les gars, non, enfin, tu n'as pas les mots, tu vois, t'es là, quand même, j'étais à 8h. Il y a un peu le côté où on se tient tous un peu, disant, moi, je bosse comme en plus, ils te foutent la honte en mode, prends ton après-midi. Moi, je bosse dur. Il n'y a pas l'autre, là, la nouvelle qui va commencer à se barrer à 5h et tout machin, alors que nous, on se casse le cul derrière à bosser des heures pas possibles. Donc, il y a un côté qu'en plus, quand tu es là-dedans, tu veux garder les gens aussi et tu veux pas dire, attends, comment ça se fait qu'elle en fout moins que moi? Ouais, mais c'est parce que c'est glorieux, en fait. C'est vraiment en mode, t'es en train de faire des études de droit. Moi, je me souviens, tout le monde me disait, trop bien, bravo, tu bosses en même temps, en plus. Enfin,
waouh, tu vois, il y a ce truc vraiment, ok, tu es sur la bonne voie. Ouais. Tu vois? Et si tu veux une promotion, tu veux monter dans ton, dans ton travail, machin. Ouais. Mais maintenant, la transition, quand tu deviens entrepreneur et que tu n'as plus de patron, tu n'as plus quelqu'un qui va te dire qui va te cravacher, tu dois rester à telle heure, tu dois te lever à telle heure, tu dois être à telle heure au bureau, finir à telle heure, etc. Tu es un peu libre de ça. Et tu te rends compte que des fois, tu prends des automatismes en disant faut que je sois busy toute la semaine, toute la journée, parce que sinon... Ouais, mais busy, ça ne veut pas dire ni performant, ni conversion. Exactement. Au contraire. Au contraire, c'est hyper intéressant. Quand tu as trop de moments dans ta journée, tu as trop de temps, tu es à 100%, en fait, tu fais plein de trucs qui ne te servent à rien. Tu remplis, tu fais du vent. Tu remplis, exactement. Ouais. Parce que quand tu as moins de temps à dispo, il faut que tu te focuses sur les bonnes choses. Ça marche quand tu es en employé, en mode présentéiste, tu veux passer sous les radars. Ouais. Mais quand tu dois vraiment produire de la valeur, et moi, c'est aussi le gros shift quand tu es entrepreneur, c'est qu'en fait, tu peux bosser des mois, voire des années, et on voit plein de coachés, justement, des gens qui arrivent en disant « J'ai bossé 6 mois à créer mon accompagnement. » Je l'ai lancé. Zéro impact. Zéro. Ouais. Parce que tout le monde s'en fiche, en fait. Personne va dire « t'as passé 6 mois, d'accord, je paye. » Ouais, c'est ça. En fait. C'est exactement ça. Parce que t'as passé 1 an, allez, on y va. Que tu l'avais fait en 2 jours. C'est ça. Excuse-moi, ça change tout, tu vois. Donc non, il y a vraiment ce côté, en fait, la valeur, elle est dans ce que tu arrives à apporter, comment tu arrives à la communiquer. Et si tu l'as fait en 1 semaine ou 1 an, ça change rien dans les yeux des gens, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc moi, il y avait le côté, déjà, est-ce que ce côté, justement, scaler sans s'épuiser, est-ce que c'est un truc bullshit marketing, selon toi, ou est-ce que c'est vraiment possible? Mais pour moi, scaler, c'est arrêter de s'épuiser, en fait. Tu vois, c'est vraiment en mode, juste pour expliquer un petit peu le contexte. En gros, donc, bon, moi je suis suisse, hustle culture à fond, avocate, donc des études très prenantes où j'ai fait que hustle. Donc comment je le vois, le hustle, c'est cravache. Alors, cravache, voilà. On cravache, on y va et on cravache. Le problème, c'est que la cravache, elle fonctionne en temps. Moi, j'ai quand même fait 10 ans d'études. À un moment donné, ton corps, il te dit stop, tu vois. Donc, j'ai fait 10 ans d'études. Ok, go, on y va. On passe sur le côté, je commence à bosser, etc. Je change, je quitte et je deviens entrepreneur. Et là, de nouveau, hustle, je cravache. Et à un moment donné, mon corps, il a dit stop. Il a dit, écoute, je suis pas tombée en burn-out, mais il m'a dit clairement, Amandine, va falloir te calmer un petit peu. Va falloir commencer à qu'on discute de la carotte, là. Parce que la cravache, au bout d'un moment, t'as déjà fait 10 ans de cravache. Là, t'as fait quelques années aussi de cravache. C'est bon, tu vois. Genre, à un moment donné... Et donc, et c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que vu que je suis italienne et suisse, et française aussi, du coup, j'ai eu la chance de passer tous mes étés avec ma famille en Italie, c'était incroyable. Tous mes étés pendant 2-3 mois, je les passais avec mes grands-parents, mes amis là-bas. J'avais une deuxième vie vraiment là-bas. Et j'ai vu en Italie, rien à voir avec la Suisse, les Italiens, ils bossent pour vivre. Tu vois, c'est vraiment en mode, ça soutient leur vie. Mais en fait, c'est leur vie en premier, la Dolce Vita. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé mon podcast Business et Dolce Vita, mon programme Scale et Dolce Vita, parce que c'est vraiment ce mindset autour de on bosse, mais en fait, on veut enjoy. On veut Dolce Vita. D'ailleurs, si tu vas l'été là-bas, tu verras à 5 heures, ils ferment boutique partout où tu vas. D'ailleurs, nous, on a été dans un coworking et le mec, il vient vers nous, il nous fait oh, va dans le mar. Hein. Alors, moi, je vais à la mer, les gars. J'avais pas compris à quel point c'était une religion, la mer là-bas. Oui, même sur les panneaux, c'est marqué la mer, enfin, direction. Enfin, c'est important pour eux. Voilà, c'est le Graal, quoi. Voilà, aussi la Dolce Far Niente. Ouais, c'est ça, Far Niente. En fait, là-bas, c'est bien, tu vois. La culture, il y a un truc qui est genre de profiter du temps, de profiter de la vie. Regarder le temps qui passe. La Dolce Vita, on voit les petits Italiens à la terrasse, les petits vieux qui regardent le monde passer. Je trouve ça beau. Vraiment, c'est une autre vie. Donc, vu que j'avais les deux mondes dans ma tête et que j'ai vécu pendant des mois ça, puis après pendant des mois l'autre, la Suisse, la seule, mais en même temps la Dolce Vita, j'ai eu un flash et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, on pouvait avoir une autre vie, que c'était OK d'avoir une autre vie. Et aussi, j'ai été obligée de ralentir. Clairement, on va pas se mentir. Et donc, en ayant moins de temps à disposition, c'est là où ça m'a fascinée. C'est là où on a explosé notre business, genre notre chiffre d'affaires, on a tout explosé à ce moment-là, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, j'ai vu une corrélation directe, parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, parce que moi, dans ma tête, ça me paraissait impossible. Sinon, ça voulait dire que je m'étais trompée toute ma vie. Petit miroir. C'est dire ça. Tu vois, se regarder en face et se dire, ah, en fait, toute ma vie, j'ai fait cette erreur-là. De penser qu'il fallait que je cravache, je me suis maltraitée toutes ces années alors qu'en fait il y avait une autre voie. Donc je me suis beaucoup renseignée là-dessus, sur ce phénomène, et en fait il est tellement logique, il est tellement clair. Du moment où tu as moins de temps à dispo, tu es obligé de te focus sur les bonnes choses, les bonnes actions, parce que tu n'as plus le temps de faire du présentéisme. Tu vois, et tu dois ramener de l'argent, tu dois ramener des résultats à ton entreprise, sinon tu coules et salariat. Et moi le salariat, c'était pas une option. No way, j'ai pas quitté le salariat, ma carrière et tout pour revenir dans le salariat. Donc quand j'ai vu cette corrélation-là, je me suis dit ok, il y a un truc.
Il y a un truc à faire. Et c'est là où j'ai réalisé, parce que moi j'adore le testing, donc j'ai testé à fond. Et c'est là où vraiment j'ai réalisé que, OK, scaler, c'est une action qui t'amène à un résultat direct. Et arrêter de faire 40 fois ta bio Insta, 40 fois ton site web, 40 fois les modules de ton accompagnement. Moi, je vois des personnes, elles me disent ça, elles me disent, là, je suis en train de retourner tous les modules de mon accompagnement, mais je suis pas de vente. Et je suis là, mais pourquoi tu fais ça? Vends-le d'abord, ton accompagnement. Tu vois, sur Instagram, on m'écrit des trucs comme ça, je suis là, mais ça fait pas sens pour moi. Vends-le d'abord. Oui, mais en fait, il faut que je refasse les modules, parce que sinon, je peux pas le vendre. Mais non. D'abord, tu vends. Ensuite, tu refais les modules quand tu as quelqu'un qui t'a payé ton accompagnement. Donc, c'est vraiment ça. C'est changer, en fait, son mindset, changer le focus, les priorités de ce que tu es en train de faire. Arrêter de faire des choses inutiles. Pour l'instant, tu les mets en stand-by et te focus vraiment sur qu'est-ce qui ramène de l'argent, qu'est-ce qui me nourrit. C'est tout. Il y a 2 catégories. Qu'est-ce qui ramène de l'argent à mon entreprise pour pas couler? C'est le moteur, l'argent. Comme ça, une voiture, mais tu n'as plus d'essence, hein, ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qui me nourrit, moi, en tant que CEO de mon entreprise? Ouais. C'est tout. Moi, j'aimerais revenir sur le nom business et Dolce Vita. Ouais. Parce que j'ai l'impression, là, comme tu me l'expliques justement, côté A, le côté business et côté Dolce Vita, j'ai l'impression, en ayant parlé avec certaines personnes justement qui nous suivent ou sur les réseaux et tout ça, qu'il a été un peu mal compris. Parce qu'il y a des Genre nuances. Dolce Vita, on n'a rien Ça ne foutre. veut pas dire, en gros, j'ai un business là-bas et moi, je vais rien foutre par là, tu vois. Il n'y a pas le côté business et rien faire. Non. C'est plus, tu travailles dans ton business et aussi tu Dolce Vita. Il y a le « et » qui est important, Ouais, j'ai en fait, l'impression. tu fais comme les... Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est comme un avocat, c'est vraiment un athlète de haut niveau. Et il faut te traiter de la même manière. Et si tu analyses, j'ai beaucoup analysé justement dans cette période de testing, où je regardais comment les athlètes de haut niveau se comportent. Ils font leur job, quoi. Ils s'entraînent avec beaucoup d'intensité, donc business, scale, tiens. Et ensuite, ils recovery. Ouais. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas faire que t'entraîner et jamais recovery. Tu peux pas que recovery, parce que sinon, tu vas nulle part. Tu deviens pas un athlète de haut niveau. Donc, il est là le truc, c'est que les entrepreneurs devraient se traiter comme des athlètes de haut niveau avec cette partie recovery. Recovery, c'est Dolce Vita. C'est vraiment ce côté, qu'est-ce qui te nourrit? Comment tu peux retrouver ton énergie? Nous, par exemple, on a du bol à 2 minutes de chez nous. On a un endroit incroyable, on peut faire du paddle tennis, on a nos bains froids, nos jacuzzi, notre sauna, la piscine, La salle de sport. La salle de sport, c'est tellement important d'avoir ces moments-là pour ne penser à rien, pour couper avec le boulot, parce que quand on est entrepreneur, on le sait, on n'arrive jamais à couper. Et d'avoir ces moments de je bosse et ensuite je recovery, c'est essentiel. Et c'est comme au sport, en fait. Tu vois, si tu essaies d'aller au sport tous les jours, au bout d'un moment, il faut laisser tes muscles se reposer. Il faut faire plutôt des courts cycles de forte intensité sur des zones très spécifiques plutôt que d'y aller tout le temps et de forcer. Et puis au bout d'un moment, tu t'épuises, tu te déchires plus, tu fais plus de blessures. En fait, dans le sport, c'est logique, mais dans l'entrepreneuriat, ça l'est pas. Ouais. C'est comme, tu sais, je sais pas, si tu vas à la salle pendant 24 heures, non-stop, t'auras pas un bouti d'enfer, ok? Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais qu'il va falloir mettre des efforts, qu'il va falloir aussi faire du sacrifice, du coup, parce qu'il va falloir y aller, etc., manger sain, tout ce qui va avec. Et ensuite, au bout de 3 mois, tu sais que tu auras un plus joli bouti qu'avant, quoi. Ouais. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, en fait. Il y a des gens, ils attendent, ils mettent le lien dans la bio et puis ils se disent « Ah, mais je comprends pas, on n'achète pas. » Oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut mettre des efforts, continuer, couper du bois, comme on dit tout le temps. C'est une expression qu'on a. C'est vraiment, on continue, la répétition. Ouais. Comme le sport et le recovery, c'est pareil. Si tu vas au sport tout le temps, tu vas te blesser. C'est la même chose. Mais tu sais, pourtant, il y a des études là-dessus. Sur le côté, le temps qu'on a, la capacité à se focaliser et à quel point la perte en termes de concentration, de focus, de output que tu arrives à sortir avec ton cerveau. Et on est sur du 4-5 heures. 4-5 heures à fond. Et à partir de là, la courbe, elle baisse, elle chute vraiment en termes de productivité, ce que tu arrives à produire. Ouais, mais moi, j'ai décidé de bosser comme ça. Je bosse 4 jours par semaine. Le jeudi et le week-end, je suis off. Et je bosse 5 heures par jour. Point. Et c'est hyper important comme équilibre. Et c'est hyper dur. Et c'est hyper dur. Grave. Moi qui adorais être busy, c'est hyper dur. Non, mais vraiment. parce que quand on dit ça, les gens disent « Ah, c'est facile. Ouais, ça a l'air trop bien. J'ai que à travailler 4-5 heures. » Non, mais en fait, c'est là où la nuance, pour moi, elle est aussi incomprise. C'est qu'en fait, de savoir exactement ce que tu dois faire et dire non à toutes les choses que tu ne devrais pas faire, c'est simple, mais c'est pas facile en fait. Et de savoir, parce que moi je le vois et je le dis tout le temps avec les gens qu'on accompagne, c'est en fait pareil dans les bios, pareil dans le contenu, pareil dans leur offre. En fait, c'est la stratégie des spaghettis contre le mur. C'est genre, je jette un paquet et je regarde ce qui colle, quoi. C'est ça, et exactement. en fait, j'ai l'impression que les gens font Et ça, on s'éparpille en faisant ça. Exactement. Et j'ai l'impression que les gens font pareil avec ce qu'ils doivent faire en tant qu'entrepreneur. C'est, je fais plein de trucs, il y a bien quelque chose là-dedans qui va me faire avancer, mais je ne sais pas exactement. Justement pas.
Donc, le truc qui est difficile quand tu veux faire ce genre de stratégie, c'est déjà d'identifier les tâches les plus importantes. C'est quoi qui est vraiment important et c'est quoi que je peux laisser derrière. Parce que des fois, tu as des valeurs où je sais que quand au début, tu vois, on avait lancé Mixed, toi, tu venais du côté droit et tu me disais, Micha, il n'y a pas un mail auquel il ne sera jamais répondu. Ah, mais je fais toujours c'est hyper... Oui, mais bon, il y a des mails... Je ne supporte pas les commentaires non répondus, les mails non répondus. Oui, mais l'extrême, c'est le sketch de Gad Elmaleh qui répond Cher Domino's Pizza, merci pour votre message. Je ne peux malheureusement pas prendre votre offre. Et en fait, il y a plein de trucs quand même qui passent en mode spam, ça rentre pas, tu vois. Mais je dis ça pour donner un exemple. Il y a plein de choses qu'on fait. Tu es là, ok, mais peut-être que d'aligner ma typo sur mes slides et que tout soit vraiment parfaitement carré, c'est peut-être pas la chose qui est le plus important pour mon business aujourd'hui. Oui, mais c'est moins confortable que d'aller vendre. C'est pour ça que les gens le font. Voilà, c'est super point. Je pense que souvent, c'est aussi une stratégie d'évitement. 4 heures sur tes slides que d'aller écrire des DM à des gens ou prendre des gens en call. Ouais. Le premier step, je pense, c'est de ne pas savoir. Juste d'être à l'aveugle et de se dire on jette les spaghettis contre le mur. Quand il y en a un qui colle, voilà, j'essaie de dire ok, ça a l'air de marcher, je vais faire plus de ça. Mais souvent, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais déjà, si tu fais ça, genre, tu vas avec je vais regarder ce qui colle et une fois que j'ai trouvé, je fais que de ça. Parce que c'est aussi un processus de découverte. Non, mais ça empêche la répétition. Parce que c'est la répétition qui fait que tu vends. Tu es dans la tête des gens H24 et ils te voient, ils te revoient et ils se disent à un moment donné, vas-y, je candidate. Oui, non, mais je dis pas ne pas faire. Ouais. Je dis de faire. Si tu sais pas quoi faire comme contenu, par exemple, tu fais plein de contenus et tu regardes ce qui marche. Et une fois que tu as trouvé ce qui marche, tu continues à faire ce qui marche. C'est OK au début de tâtonner. Enfin, tu es obligé si tu veux savoir ce qui marche. Il faut tester. Et après, le deuxième truc, c'est de savoir ce qui marche, mais de faire ce qui marche et de se dire, et pas comme tu disais, d'utiliser une stratégie d'évitement en disant je sais que je devrais faire ça parce qu'il y en a beaucoup. Je parle avec plein de gens. Une fois que je leur mets un petit peu OK, moi, je commence les semaines avec les coachés. C'est quoi les objectifs de la semaine? Tu dois faire quoi? Oui, alors je vais retravailler ma présentation ou je dois retravailler mon site. Je suis là. Est-ce que c'est dans le programme? Ouais, oui, grave. Non, pas du tout. Je leur mets la petite slide là. Je leur dis voilà les trucs sur lesquels tu as le droit de travailler. C'est soit faire rentrer des leads, soit convertir des leads, soit retravailler ton offre. En général, ils aiment bien rester dans retravailler l'offre et la bio. Parce qu'ils se disent, comme ça, j'aurais pas besoin d'aller chercher des leads et trouver des c'est pour ça qu'on la valide en max 10 jours. Voilà, exactement. Et après, on passe à autre chose. Ils aiment bien rester dans ce côté confortable et je vois que ça a du mal un peu à passer. Donc, il faut un petit peu leur dire que ça, on l'a fait. Maintenant, il faut aller là-dessus. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est aussi important de poser des objectifs début de semaine et de faire des cycles assez courts. Tous les jours, c'est un peu trop. On ne veut pas non plus que ce soit juste faire semblant d'être busy, machin. Mais début de semaine, une semaine de cycle en disant voilà ce que je veux faire cette semaine. 3 objectifs vraiment importants. J'appelle ça les MIT, les Most Important Things. Trouver les 3 trucs les plus importants dans ta semaine et de se dire à la fin de la semaine, est-ce que j'ai fait ces 3 trucs les plus importants? Si tu as fait plein d'autres choses, c'est cool. Mais si tu n'as pas fait ça, c'est qu'il y a un problème. Et deuxième chose qui est intéressante là-dedans, c'est que si tu te fixes des objectifs en début de semaine en espérant un certain résultat et à la fin de la semaine, tu as atteint tes 3 objectifs, mais tu n'as pas eu les résultats, d'un coup, il y a une réflexion à avoir en disant « Ok, j'ai peut-être pas fixé les bons objectifs. Cool, non. » Donc, il y a ce truc qui est très simple à mettre en place. Fixer 3 trucs, les faire, montrer que tu fais ce que tu as dit que tu allais faire, et ensuite, est-ce que tu as les résultats que tu voulais? Si ce n'est pas le cas, essayer de plus cibler les objectifs et d'avoir des trucs qui sont plus impactants pour ton business. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai noté des non négociables parce que je pense que c'est important aussi quand on trie et quand on fait les MIT de se dire « Ok, je mets mon focus sur la bonne action. » Hyper important. C'est pour ça que je disais une action est égale à un résultat. Pour donner un exemple, par exemple, Océane, elle a atteint 30 000 euros, donc elle était à 10K, elle était coincée à 10K. En 30 jours, elle a atteint 30 000 euros, donc elle a fait x3 son CA en libérant tous ses après-midi. Parce qu'elle était enceinte, elle voulait préparer son congé maternité, donc elle avait des rendez-vous de grossesse, tout ça. Et c'est ce que je veux vous dire, en fait. Vous pouvez faire x3 votre chiffre d'affaires en libérant tous vos après-midi, donc en bossant 2 fois moins. Nous, on a l'exemple aussi avec les 5 heures par jour et plein d'autres coachés comme ça. Donc, pour ça, comme tu l'as dit, il faut sélectionner les bonnes actions. Donc, par exemple, des choses, moi, que j'ai notées là, ici, que c'est des non négociables, des choses où je sais que je ne ferai plus ou que je ferai différemment. Par exemple, je prends plus des décisions quand je suis fatiguée ou sous pression. Ça, c'est une règle que je me suis fixée. Et d'ailleurs, c'est intéressant de mettre en place un système, parce que moi, je pose beaucoup en système, parce que le ski, c'est ça aussi, c'est les systèmes.
c'est de mettre en place une checklist, prise de décision. Et en fait, t'arrêtes de te demander, est-ce que ça, je devrais accepter ou est-ce que je devrais dire non? Est-ce que elle, je devrais la virer ou pas? T'as ta checklist de décision, tu sais A, B, C, D, oui, non. Et en fait, t'as automatisé, systématisé tes décisions. C'est hyper important. Un autre truc aussi qui est hyper important pour moi, c'est ne plus jamais avoir un business qui dépend de ma présence constante. Parce qu'à un moment donné, j'étais le goulot d'étranglement du business. Tout devait passer par moi. Et c'est tellement anxiogène. Même les stories, la virgule près des stories, l'image qu'on met... Franchement, non, c'est pas viable. Tu peux pas scaler comme ça. Et après, ne plus dire oui à des choses qui m'éloignent de la vie que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc, par exemple, des fois, on me propose des calls le matin, donc à Bali. Donc, c'est des personnes, par exemple, qui vivent à Bali. Et je suis là, non, le matin, je travaille pas, tu vois. Et alors, je dis pas ça comme ça. Mais dans ma tête, c'est non. J'ai pris la décision. Je bosse que l'après-midi parce que justement, je me suis mis sur le créneau horaire de mes clients et de mon audience. Et donc, je propose justement, 13h, est-ce que ça te va? Tiens, hyper important. De garder la vie que tu as envie d'avoir. Tu l'as designée et tu te mets toi en premier, en fait. Arrêtez de se sacrifier pour son business. C'est hyper important. C'est trop intéressant ce que tu dis. En plus, le premier sur le côté de faire des décisions que tu as prises une fois et de pouvoir les réappliquer, ça, c'est quelque chose que j'avais lu. Sinon, c'est une charge mentale de ouf. Dans Ray Dalio, Principle aussi. En fait, lui, il appelle ça de créer des principles, en fait, des principes de vie. C'est qu'en fait, une fois que tu as pris une décision où tu as mis toute ton énergie pour prendre la meilleure décision possible, essaie de la systématiser pour te dire, la prochaine fois que je rencontre un événement ou quelque chose de similaire dans ma vie, je peux utiliser ce processus de décision pour être la même chose. Parce que des fois, tu te sens pas bien, fatigué, énervé, sous pression, etc. C'est pour ça, l'école le matin, non. Exactement. Le deuxième où tu parlais de côté automatiser tout ça, je sais que c'est un bouquin que tu as lu aussi, Clockwork, qui est dans le côté justement automatisation, et Buy Back Your Time de Dan Martell aussi, qui sont des bouquins qui vont vraiment en profondeur là-dedans et qui te permettent à réaliser certaines choses, etc. Les deux mentors. Et le côté mission, le troisième, il y en a plein, mais je dirais, moi, un de mes préférés, c'est le Start With Why de Simon Sinek. Et le côté vraiment de se dire pourquoi tu fais ce que tu fais. On en a parlé dans un autre podcast. Le côté mission, ce que tu disais, le côté indépendance, pouvoir avoir le choix de ce que tu as envie de faire et de ce que tu n'as pas envie de faire. Qu'on te dise plus jamais ce que tu dois faire. Exactement, voilà. Fini. Carrément. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'outils ou de livres, mettez-les en commentaire. Micha et notre bibliothèque. On m'a déjà demandé une liste de bouquins. On te l'a demandé, ça fait des années qu'on te la demande, faut y aller. J'en fais, mais il y a des updates, quoi. Faut que je fasse un truc public où tout le monde peut avoir accès et tout ça. Donc, ouais. Moi, j'adore tout ça et j'adore faire des liens avec souvent, tu fais des réalisations dans ton business et après, tu lis un truc dessus, mais c'est exactement ça. Mais en fait, y a un mec qui a déjà pensé, qui a systématisé et en plus, le problème. Non seulement qui a pensé, mais en fait, je sais pas si tu as ce genre de sentiment, c'est quand tu suis un truc, une formation, tu la mets. J'ai toujours eu ce sentiment, j'avais pas les mots, je n'arrivais pas vraiment à le mettre sur un mot. Et quelqu'un met des mots sur un truc que tu es déjà en train de faire, que tu es déjà en train de vivre, et tu es là, et en fait, ça clarifie dans ta tête, ça fait genre, en fait, voilà pourquoi je fais des choses comme ça, ou voilà, je fais ça. Donc, ça permet de solidifier les idées, ça permet des fois d'en parler aussi plus clairement. Moi, j'adore, mais comme on le parlait dans notre podcast, c'est vraiment le côté... Après, il y a le côté mise en pratique. Et c'est là où je trouve notre dynamique hyper cool pour ça, où moi, je suis là à t'apporter des idées et dire, il faudrait qu'on lise ça et tout. D'ailleurs, je te tanne pour les livres, là, en ce moment, il faut absolument que tu lises ça, parce que je sais qu'après, les mettre en pratique, ça a vraiment des résultats. C'est mon dada. Et moi, je voulais parler du côté liberté, parce qu'on parle du côté business de Dolce Vita. Il y a beaucoup de gens qui mettent ce mot liberté, qui est un mot un peu valise, où la liberté pour toi, ça sera peut-être pas la même que pour moi, ou pour un autre. Et en fait, beaucoup de gens qui ont l'impression que la liberté, ça veut dire rien foutre, quoi. Et moi, j'appelle ça un peu le syndrome cocotte minute, quoi, on va dire. En fait, il y a tellement de pression que si je te dis demain, tu gagnes des millions au loto, le réflexe de la plupart des gens, ça va être je fais rien pendant 5 mois, je vais en vacances, tu vois. Et ouais, mais tu vas t'ennuyer. Chier tellement vite. Enfin, il y a un moment, surtout si tu as goûté un peu au côté entrepreneuriat, croissance, développement personnel. Et ta propre croissance, quoi. Exactement. Et en fait, c'est pas... tu sais, on dit dans la vie, de toute façon, tu vas avoir des problèmes, tu vois. Enfin, il faut choisir les problèmes que tu as envie d'avoir. Si tu as plein la vie est pleine de problèmes. Tu vas avoir des problèmes d'impôts, de où le placer, à qui faire confiance. C'est ça. Tu vois, il y a d'autres choses qui arrivent. Et en fait, on a l'impression, je crois que Tony Robbins disait ça, un des plus gros problèmes de la vie, c'est que les gens pensent qu'ils ne devraient pas avoir de problème. Complètement. Et en fait, de se dire vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où j'ai envie de mettre mon énergie et quel problème j'ai envie de résoudre. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment... Tu résous des problèmes toute la journée. Des problèmes, et pas qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'avocat. Je suis en train de lire un bouquin où le gars, il disait,
En fait, je suis payé pour résoudre les problèmes des gens que je connais pas. Et en face, j'ai un autre avocat qui est payé pour avoir des problèmes avec moi, tu vois. Donc, la vie, une résolution de problèmes. Et en général, c'est pour ça que les gens payent, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, ce truc d'avoir une liberté en mode je ferai plus rien et je suis en autarcie et je suis plus dans la société. Ouais, la réalité est qu'en fait, on a vraiment besoin de ce côté de grandir, de s'améliorer, de contribuer aussi. Tu vois, on parlait des trucs de l'information versus ce que tu as ressenti. Je sais que toi et moi, on a toujours cette passion pour grandir et de se dire, j'ai envie d'évoluer, de grandir. Et ben, tu sais que j'ai fait des recherches sur les gens qui vivent le plus longtemps, déjà les recettes d'être heureux et de vivre le plus longtemps. Le premier truc, c'est le côté d'avoir des relations profondes avec des gens, pas forcément en quantité, mais d'avoir des amitiés ou des gens sur qui tu peux compter. Il disait que de se marier augmentait de 7 ans le potentiel de vie d'une femme et de 11 ans un homme. Se marier avec la bonne personne. Voilà, bien sûr. Avec quelqu'un de toxique, au contraire, tu vas perdre des trucs. Des points de vie. Mais il n'y a pas qu'à se marier. Si tu es par exemple en coloc avec quelqu'un qui prend soin de toi, enfin qui veut ton bien et qui t'aide, tu as à peu près le même résultat. Tu vois. Mais d'être en fait avec quelqu'un qui veut ton bien et qui t'aide, c'est vraiment quelque chose qui t'aide à vivre plus longtemps. Donc les relations. Et un truc qui m'a surpris, c'est le côté croissance. Et le grandir, côté grandir, ça m'étonne pas. En fait, évolution, tu vois. Et il y a plein de gens qui ont ce sentiment, moi je sais que je l'ai eu aussi quand tu es à l'école, en fait, tu as un but qui est clair, d'aller avoir un diplôme, de passer tel examen, tu sais la direction où tu vas, c'est tracé, et tu sais que tu dois travailler là-dedans. Et même si tu es nul au début, ou c'est difficile, de te voir progresser, de se sentir aller plus loin, c'est un truc pour beaucoup qui est très enrichissant, tu vois. Il n'y a rien de pire dans un job où tu as l'impression que ça n'avance pas, il n'y a rien qui change. Moi, toutes les fois où notre business il était bloqué, coincé à un palier, c'est le pire truc pour moi. Genre vraiment, ça m'angoisse, je suis là, faut qu'on sorte de là, quoi. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est qu'on a toujours eu ce sentiment de c'est vital, mais littéralement. Ouais, c'est quelque chose qui te permet de vivre plus longtemps. Et quand des gens, justement, ils sont un peu en fin de vie, une retraite, tu n'as plus ce truc de progression. C'est vraiment quelque chose qui te coûte quasiment des années de vie, quoi, de plus progresser. Ouais, ça m'étonne pas. Pour moi, la liberté, c'est choisir, en fait. C'est avoir le choix de choisir ta vie, tes options. Tous les jours, tu les choisis, comme on en a parlé dans l'autre épisode, justement. Et tu sais, ce qui est le plus fou, c'est qu'en fait, j'avais même pas fait le lien, mais là, je le fais quand on est en train de parler. Le troisième truc, c'est l'autonomie. Autonomie, indépendance. Et en fait, j'avais même pas fait le lien jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est aussi un des trucs, un des principes dans le côté des manières d'être heureux, profondément, parce qu'en tant qu'être humain, on est assez mauvais pour vraiment savoir ce qui nous rend heureux. Tu sais, il y a une étude qui a été faite où on a pris des personnes qui ont gagné le loto, des personnes qui sont devenues handicapées, paraplégiques, et des personnes lambda, et on a comparé un peu c'est quoi le niveau de bonheur. Et tu vas te dire, la personne qui a gagné le loto, quand même, comparé à quelqu'un justement qui a un accident grave ou un truc. Ouais, non, je pense que ça redescend. Ouais. Voilà, tu as le truc où tu t'habitues à ton nouveau mode de vie, tu as de nouveaux problèmes qui est la voiture, le machin. Et après, tu te sens une merde. Et un an après, même niveau de bonheur. Et au contraire, les gens qui ont eu un accident sont nostalgiques dans le bon sens de leur passé, tu vois, en disant « Ah, c'était bien », et ils sont plus positifs par rapport à leur futur. Contrairement à des gens qui se gagnent le loto, qui sont d'un coup, ils sont en mode un peu écureuil, tu te sens pas forcément en sécurité, tu te dis « Je dois faire attention », et tu dis ton passé « Bah non, c'était nul parce que maintenant je suis riche, donc c'est mieux », tu vois. Et en fait, tu vois comme c'est fou, comme on a une mauvaise vision de ce qui nous rend heureux. Et en fait, ces 3 points, les relations, le côté grandir et le côté autonomie. Et autonomie, pas dans le sens tu vas vivre tout seul dans une forêt, mais autonomie, genre tu peux faire tes choix pour toi et tu peux être vraiment souverain de où tu as envie d'aller, ce que tu as envie de faire en termes de décision. Complètement. Et l'autonomie, c'est aussi un shift en termes de mindset et de mentalité, parce que tu peux dire je suis obligé d'aller au travail, sinon j'ai pas d'argent, sinon je peux pas payer mes trucs, ou tu peux dire je fais le choix d'aller dans ce travail parce que je pourrais aller trouver un autre travail, parce que j'aime mes collègues, parce que j'aime la mission derrière, parce que j'ai envie d'apporter ça dans le monde. Et en fait, la manière dont tu vois les choses, dont tu mets une signification sur certaines choses, ça peut énormément influencer ta manière de travailler et l'énergie que ça t'apporte et la mission qu'il y a derrière, en fait. Ouais, et dans l'entrepreneuriat, on en a parlé aussi, c'est vraiment l'importance d'avoir une mission, de savoir pourquoi tu fais ça et de le faire avec choix et intention. Ouais, et puis d'ailleurs, l'argent, moi j'ai réalisé que c'était pas un moteur, mais que c'était vraiment, en fait, c'est un véhicule pour moi. C'est mon véhicule pour atteindre la liberté et l'indépendance que je veux. C'est-à-dire que je veux plus jamais que quelqu'un me dise quoi faire.
Je veux plus jamais me sentir oppressée. Je veux plus jamais quelqu'un ait un pouvoir sur moi. Je veux être totalement libre de mes choix, de ma vie. Et donc, l'argent, c'est ce qui me permet d'atteindre ça, en partie. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle beaucoup d'argent. On n'en parle pas beaucoup de la relation qu'on a avec l'argent. Ouais, il est assez toxique l'argent. Ça, c'est sur le marché français. Les gens, comme ils voient l'argent. Mais moi, franchement, la première concernée. Hein. En fait, aussi, j'ai dû casser toutes mes pensées limitantes par rapport à ça. Le côté, d'où tu viens, d'où on vient, d'où le côté, genre ta relation quand tu étais petit. Est-ce que tu avais de l'argent de poche? Est-ce que on t'a appris à gérer l'argent? Est-ce qu'on t'a appris à investir? Est-ce qu'on t'a appris à gagner de l'argent par toi-même? Ouais. Puis nous deux, on est des enfants d'immigrés. Mon père était italien. Tu vois, j'ai pas grandi avec ce côté. Moi, je vois des parents, ils parlent à leurs enfants d'investissement et tout. Je suis là, waouh, c'est tellement ouf. Mais dis-moi tout. Comment un ado vit ça, tu vois? J'ai envie de savoir. Ah, ben, il commence à investir, il commence à, tu sais, l'entrepreneuriat. Moi, je trouve ça, c'est fascinant. Et il n'y a pas tout le monde qui vient de là. Tu vois, il y a plein de gens qui ont galéré et qui pensent que du coup, tout le monde galère. Et on a un biais à penser que tout le monde vit la même situation que nous, ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais, clairement. C'est marrant, je suis assez croché sur ce côté enfant d'immigré. Je sais que tu l'avais déjà dit, mais moi, je sais pas, je me suis jamais considéré comme ça. Enfin, mon père est anglais et ma mère est suisse, donc moitié. Ouais, ton père avec un gros accent. Et j'ai vécu avec mon père et pas avec ma mère, donc... Mais c'est marrant ce truc. Je pense qu'aussi en Suisse, on avait. Enfin, moi, quand j'étais jeune, dans les écoles, il y avait les Italiens, les machins. Mais il n'y a que des étrangers en Suisse. Il y a un Suisse par classe. Au contraire, c'était plus le genre, ah, t'es seulement Suisse. Genre, tu sais, ça manquait un truc, tu vois, ça manque un peu d'épices, tu vois, de spice, des trucs, de culture. Ouais, mais c'est quand même le cas. Ouais, non, mais clairement, mais c'est marrant de le voir comme ça. Mais oui, clairement, le côté argent, enfin, ça peut être un truc parce que moi, mine de rien, on n'avait pas énormément d'argent, mais en fait, ça va. Et au contraire, j'ai une enfance incroyable. Et je n'ai jamais ressenti vraiment ce manque. C'est juste, en fait, j'ai 2-3 épisodes. Une fois, je me souviens, j'étais à l'école, il y avait une marque de jeans à la mode et je voulais absolument me la payer. Et c'était un jeans à 100 balles, alors que et ton père a dit disait, non. Bah non, mais il disait, bah attends, tu peux aller au supermarché avoir des jeans à 20 balles, 30 machin. Pourquoi C'est pas à la mode. Exactement. Mais non, tu comprends pas, tu papa. comprends pas, exactement. Tu comprends pas. Et en fait, de se dire, voilà, je vais dépenser 4 fois plus parce qu'un truc. Et en plus, j'étais là, au début, j'étais tout content, et puis après, ça change rien, en fait, tu vois. Et en fait, ça, c'est marrant. Mais c'est beau, ton père, il vous a protégé de ça. Ouais, mais après, tu vois, il s'est dit, ah, mais peut-être qu'ils auraient besoin d'avoir de l'argent de poche pour faire leurs propres décisions, tu vois. Donc, tu as de l'argent, tu essaies de dire, OK, qu'est-ce que j'achète, dans quoi j'investis, tout ça. Et en fait, c'est aussi nouveau. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as ta première contact avec l'argent, en général, quand t'es petit, tes parents ils payent tout, tu peux pas aller bosser bébé. Et après, genre, au bout d'un moment, t'es là, OK, il faut commencer à avoir un contact avec l'argent, acheter des trucs, t'es là, ça coûte quelque chose. Donc peut-être je vais donner l'argent et toi tu gères. Et après, j'ai l'impression dans le salariat, c'est un peu la même chose. Genre, t'as papa patron qui est là, qui te donne de l'argent. ton argent de poche, quoi. Tu dois quand même demander la permission pour les vacances, les trucs, mais t'as un truc qui tombe tous les mois. Et puis, selon ton poste où tu es, t'as pas forcément besoin de te soucier de est-ce que la boîte gagne assez d'argent par rapport aux charges, par rapport au truc. T'es là, moi j'ai mon salaire à la fin du mois, j'ai mon argent de poche et je dépense sur ce que je veux. Je sais, quand t'es jeune, t'as tes premiers salaires, t'es là, sur quoi je vais dépenser? Je vais acheter un sac, tu vas aller en soirée avec des potes, tu vas dire tiens, c'est moi qui régale le resto, je fais le patron. Et en fait, t'as ce côté un peu où t'es toujours un peu quelqu'un qui te donne l'argent et t'es jamais habitué à aller chasser un peu, on va dire, aller chercher de l'argent toi-même. Et moi, dans l'entrepreneuriat, c'était ma première, en tant que freelance avant, devoir me vendre, devoir se dire, OK, j'échange un service contre de la valeur. Comment faire ça? C'est vraiment quelque chose qui a été nouveau pour moi. Donc, ce côté, apprendre cette relation avec l'argent, se dire qu'en fait, quand on n'a pas eu beaucoup, tu veux le garder. Et en fait, genre... Oui, et t'es persuadé que tout le monde est pareil. Tu vois, genre, on est tous pauvres, quoi. Ouais. Ce n'est pas le cas. Clairement. Moi, j'ai beaucoup souffert du manque d'argent de mes parents. Beaucoup, beaucoup. Je les ai vus très malheureux. Mon père, il se confiait à moi des fois parce qu'il ne voulait pas rendre malheureux ma mère. Donc, c'est vrai que moi, je prenais ça sur moi et j'étais là et je les voyais galérer les fins de mois. Enfin, c'était vraiment dur. Et du coup, quand je suis devenue entrepreneur et que j'ai quitté le droit, où j'avais une carrière où j'allais méga giga bien gagner ma vie, et associée, etc., j'ai dû casser toutes ces pensées limitantes. J'ai dû me dire, OK, là, ce que j'apporte comme valeur, ça vaut tant. Tu vois, parce que d'un coup, c'est ça, c'est la valeur que tu apportes dans le monde. La dernière fois, je voyais quelqu'un qui disait ça m'a marqué, j'ai adoré. Il disait, tu sais la valeur que tu apportes dans le monde par rapport à ton compte en banque. Ton compte en banque reflète cette valeur-là. Tu vois, si tu es pauvre, c'est parce que tu n'apportes pas suffisamment de valeur dans le monde. Et si tu es méga blindé, c'est parce que tu apportes suffisamment de valeur. Tu vois. Et j'ai trouvé ça beau, en fait, parce que sur le marché français, on est beaucoup à critiquer l'argent, c'est mauvais, c'est sale, c'est malsain, etc.
Et en fait, quand tu le vois d'une autre manière, non, en fait, ça reflète, c'est un miroir sur la valeur que tu apportes dans le monde. Ouais. Moi, je trouve ça cool et j'ai décidé de le voir comme ça. Clairement. Et moi, il y a un truc que je me suis rendu compte aussi, il n'y a pas très longtemps, c'est à quel point les gens, et moi y compris, ont dépensé de l'argent pour des trucs inutiles. Par contre, quand t'as mis 2000 € pour un programme, t'as mis 5000 € pour un programme, et je suis là, mais si je pouvais retourner en arrière, mais qu'est-ce que j'investirais dans les programmes comme ça, ou dans des trucs qui me font grandir, qui me font gagner de l'argent, qui m'apprennent à justement être plus indépendant, avoir plus de choix. Mais j'ai tellement dépensé d'argent En fait, c'est bien, c'est le mot dépenser. Non, mais dans les iPhones, dans les conneries, dans en fait. l'alcool, dans les soirées, dans une voiture, dans les habits que tu mets une fois parce que tu as l'impression que ça aura l'air cool, ouais, c'est l'électronique, les gadgets, les trucs. Je suis tellement d'accord avec toi. Investir, en fait. Parce que nous, par exemple, notre accompagnement, quand tu regardes là, par exemple, Laura, elle a fait, donc elle a investi. Et elle a fait 25 700 € le premier mois avec nous, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a fait x10 son investissement de départ en un mois. Ouais. Et la plupart font x2, x3, x4. Imagine, si aujourd'hui on te disait, tu mets, qu'importe, 1000 balles, 2000, 3000, 5000. Allez, disons 5000 pour faire le chiffre rond. Tu poses 5K. En 30 jours, tu fais x2. Mais où on les met ? Où on les met ? Moi, je les mets direct, tu vois ce que je veux dire. Et après, le mois d'après, tu fais x3, machin. Ouais, quand tu regardes les taux... C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est où que je mets mon argent, où cet argent, il va fructifier. C'est pas une dépense, c'est pas t'as acheté un truc qui perd de la valeur, tu vois. Ouais. Arrêtez de dépenser son argent dans le dernier iPhone. Chaque année, les gens n'ont pas d'argent, mais en fait, ils posent 1500 balles pour l'iPhone. Ça t'apporte quoi d'avoir la dernière caméra ? T'es quoi ? T'es photographe ? Ça n'a pas de sens, tu vois. Moi, j'ai une question, mais sincère, genre vraiment, si dans les commentaires, mettez-moi ça en commentaire, genre, c'est quoi une bonne dépense ? Dans quoi vraiment tu dis, ah tiens, je suis content d'avoir mis de l'argent là-dedans ? En fait, pour moi, c'est que tu as l'impression qu'en achetant ça, parce que tu te dis pas, je vais dépenser, tu te dis, je vais acheter ça, tu seras heureux. Ouais. Et en fait, quand tu l'achètes, t'es pas plus heureux qu'avant. Mais par contre, tu as 2000 balles en moins sur ton compte en banque. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est quoi un truc vraiment, je me pose la question sincèrement. C'est quoi des trucs quand tu dis, là, je suis content d'avoir dépensé de l'argent là-dedans ? Moi, c'est quand je grandis. C'est vraiment genre j'ai posé 5K et puis en 30 jours j'ai eu 10K quoi. Tu vois, j'ai fait x2. Ouais, je pense qu'un des trucs aussi qui rentre là-dedans pour moi, c'est le côté expérience. Genre, tu sais, un voyage. Et pourtant, j'ai du mal à sortir des fois en disant putain, payer 4000 balles pour un voyage. J'ai envie de visiter le Japon. T'es là, machin, t'es là. Les souvenirs, un restaurant qui était incroyable. Ouais, mais en fait, je sais pas si t'as la même chose que moi, mais moi j'ai l'impression, est-ce que c'est mon rapport à l'argent ? J'ai l'impression que j'ai plus de facilité à mettre de l'argent dans un objet, même si c'est un truc cher, un truc concret, que me dire je vais payer pour un truc qui sera un souvenir et que j'aurai jamais Je me demande si c'est pas très suisse, parce que les Suisses, je les trouve très à acheter le confort, le matériel. Tu vois, les Français, moi quand je regarde, un canapé, 90% de mes clients, c'est des Français. 10% c'est des Suisses, 10% c'est des Belges. Et je suis là, mais les Français, ils investissent beaucoup plus en eux que les Suisses. Les Suisses ont largement plus le budget. On sait combien ça gagne en Suisse, tu vois. Et ils préfèrent acheter du matériel. Tu vois, pour moi, c'est vraiment l'achat confort. C'est se dire, en fait, je suis tellement maltraitée au boulot, je suis tellement pressée comme un citron qu'en fait, il faut que je me fasse plaisir. Le problème, c'est que plus t'accumules, moins t'as de plaisir, en fait. C'est ça, et je veux dire, en fait, regarde, quand t'as pas d'argent, t'as pas beaucoup de choses à acheter. Mais quand t'as de l'argent, en général, honnêtement, je trouve sincèrement que les gens dépensent mal. Ouais, complètement. Dépensent dans les trucs, pas mal, mais dans le truc, c'est pas vraiment des trucs qui changent. Je dis mal dans le sens qui changent leur vie ou qui leur améliorent leur vie réellement. Donc, en fait, c'est ça que je veux dire dans le côté, dans quoi c'est une bonne dépense et qui vraiment améliore ta vie, améliore ton bonheur ou quelque chose comme ça. Parce qu'en général, tu es là. Dites-le nous en commentaire, on veut savoir. Moi, tu veux la dernière Apple Watch ou j'en sais rien quoi parce que Apple t'est rentré dans la tête. Oui, et le moment où tu l'achètes, t'es là, ma vie, elle est pas différente. C'est ça, elle est pas si ouf que ça en fait. Il y a beaucoup de choses qui t'as l'impression de, mais le jour où tu passes, genre, en fait, pas tant que ça, tu vois. Donc, c'est vraiment intéressant le côté, ce côté-là. Moi, le côté investissement dans des expériences, dans des trucs qui te font grandir. Même, franchement, le côté programme, moi, j'adore me former. Les bouquins, à chaque fois, je me dis, arrête d'acheter des bouquins. C'est tellement important. Faut grandir, quoi. Faut se mettre à jour, mettre à la pointe, j'en sais rien, quoi. Mais avoir vraiment cette croissance, ce sentiment de faire quelque chose, d'apporter de la valeur, de grandir, c'est clair. Et d'ailleurs, un des trucs qui est hyper important, si vous ressentez que l'argent, c'est un peu tabou, parce que clairement, sur le marché français, ça l'est. Beaucoup. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez fiers de gagner de l'argent. Soyez fiers parce que money est égal à valeur. Et c'est vraiment ce que je veux apporter aujourd'hui dans ce podcast, c'est soyez fiers de vous. Je sais qu'on a tendance à se cacher, à faut pas trop oser dire ces chiffres, sinon les gens sont jaloux, bullshit, quoi. Si tu fais de l'argent, tu vas pouvoir impacter le monde.
Parce qu'on n'impacte pas le monde avec des cacahuètes, quoi. À un moment donné, tu vois, si tu as envie d'aider, je sais pas, moi, j'ai une copine, par exemple, elle a ouvert un orphelinat en Thaïlande, tu vois. Mais parce qu'elle avait de l'argent, tu vois, donc elle a pu aller faire ça. Si c'est ton truc, si tu as envie vraiment d'impacter, d'aider, il faut que tu aies de l'argent, déjà, parce que, sans argent, on l'a dit, hein, c'est le moteur du business. Donc, à un moment donné, tu peux pas scale. Et surtout, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est j'aimerais qu'on arrête d'avoir honte des réussites qu'on a. Et les réussites qu'on a, elles passent à travers l'argent, mais elles passent à travers l'impact, à travers toutes les personnes, les clients de qui on a transformé la vie. Ouais. Océane qui a pu acheter la maison de ses rêves, qui a pu mettre sa fille à l'abri, toutes ces personnes qui ont pu quitter le salariat, qui ont pu scaler leur business, qui sont fières d'elles, qui peuvent dire à leur enfant, tu vois, maman, elle a réussi, ou papa, il a pu choisir un autre chemin. C'est ça. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos réussites. Moi, je sais que quand j'ai réussi ma première année de droit, je me souviens, c'était l'hécatombe, je n'oublierai jamais. Et en fait, tu as ta liste avec ton nom. Et moi, enfin, j'avais raté ma première année de droit. Et la deuxième, j'y vais, je vois mon nom. Et je me souviens, tout le monde était étalé par terre, en train de pleurer, enfin, c'était l'hécatombe. Mais j'ai dû sortir pour crier et être fière et être contente. Pourquoi? Parce que ça gêne les autres. Ça se trouve, ils n'avaient pas bossé, j'en sais rien. Sois fier de toi, sois fier de ce que tu fais. Soyez fiers de vous. C'est important.